Le FMI qui, en tout cas, ces dernières heures a rendu un rapport qui montre que la Russie est peut-être moins touchée que ne l'espéraient les Occidentaux par les sanctions qui ont été mises en place ces dernières semaines et ces derniers mois. Donc c'est le FMI qui le dit. Pourquoi? Alors, est-ce que c'est merci les prix du gaz et du pétrole, par exemple? Merci, encore une fois, on en revient aux amis, la Chine ou même les Indiens. On va regarder tout ça et puis on va l'analyser ensemble. On va se demander, bien sûr, si du coup, ça veut dire stop ou encore pour les sanctions et leur utilité. On va en parler avec Nicolas Guzman qui va nous rejoindre également sur le plateau, qui est économiste, je vous en prie, et responsable de la recherche de la stratégie macroéconomique à la Financière de la Cité. Pendant que vous installez, bonsoir. Profitez donc des indispensables. C'est Justine Fraissinet. Bonsoir Justine. Bonsoir Amélie, bonsoir à tous. Et donc pourquoi la Russie résiste mieux que prévu selon le FMI? Eh bien, c'est ce que détaille le Fonds monétaire international dans son dernier rapport où il revoit ses prévisions pour 2022. Alors certes, la croissance russe va plonger, mais beaucoup moins que prévu. Écoutez. Russia is predicted to have a very sharp recession in 2022. Now we are predicting negative 6% for 2022. Before we were predicting negative 8.5%. So that's the upward revision. But it's still fairly sizable recession in Russia in 2022. Pourquoi cette révision à la hausse? Eh bien, le premier paramètre, c'est le nerf de la guerre pour les Russes. C'est leurs exportations de pétrole et de gaz. Le gaz d'abord, la Russie est le premier producteur mondial, d'où l'enjeu des négociations européennes. Regardez le cours du mégawattheure, il est passé de 75 € avant la guerre à plus de 200 € aujourd'hui. En clair, il a triplé. Un gaz plus cher, c'est mécaniquement plus d'argent dans les caisses de l'État. Le pétrole, ensuite, depuis le début de la guerre, le prix du baril de Brent a doublé. Vous l'aurez compris, un pétrole plus cher, c'est mécaniquement plus d'argent dans les caisses de l'État. Et d'ailleurs, en jouant sur ces coupures de gaz, la Russie s'est privée de beaucoup d'argent, mais le pétrole a clairement compensé parce que d'habitude, les hydrocarbures représentent 35% des recettes du budget de la Russie. Et en avril, c'était 65%. Autre paramètre, le deuxième selon le FMI, c'est la demande intérieure. Oui, les Russes aussi consomment plus que prévu. La demande intérieure fait également preuve d'une certaine résilience face à la maîtrise de l'effet des sanctions sur le secteur financier intérieur et à un affaiblissement du marché du travail plus faible que prévu. En clair, en excluant la Russie du système bancaire, le FMI estimait que les prix allaient exploser. Et c'est le cas, plus 20% en moyenne pour les produits alimentaires. Il prévoyait aussi que les Russes, de fait, garderaient leur argent au chaud. Eh bien, c'est l'inverse qui s'est produit. Les Russes continuent de consommer. Ça peut s'expliquer notamment par les mesures de soutien qui ont été décidées par le Kremlin, en particulier l'augmentation de 10% des pensions de retraite et des salaires les plus faibles. Le dernier paramètre, eh bien, c'est la fébrilité des sanctions. Malgré les 7 paquets de sanctions, on l'a vu, les effets sont assez limités sur l'énergie et sur la consommation des Russes. Des sanctions qui sont toujours discutées et très critiquées au sein de l'Union. Pas assez offensif pour les autres, trop offensif pour d'autres, notamment pour la Hongrie de Viktor Orban. Au-delà du soutien économique dans le pays, la Russie, on l'a dit et on va le répéter, a des soutiens en dehors de ses frontières, des alliés internationaux, et ça compte. Oui, 2 gros alliés, la Chine de Xi Jinping et l'Inde de Narendra Modi. Poutine manœuvre en ce moment pour resserrer les liens avec eux, ce qui atténuerait encore davantage l'effet des sanctions occidentales. Le forum économique des BRICS, les pays émergents, s'est tenu le mois dernier. Et en matière d'importation, le président russe a annoncé notamment un projet d'ouverture de chaînes de magasins indiens en Russie et plus de voitures chinoises sur le marché russe. Et côté exportation, plus d'engrais russes pour la Chine et pour l'Inde et plus de pétrole. Les exportations de Pékin ont d'ailleurs bondi de 55% sur un an d'après les chiffres des douanes chinoises. Elles augmentent aussi pour l'Inde. Bref, ce que la Russie n'obtiendra plus des pays occidentaux, eh bien la Chine et l'Inde pourraient en partie le compenser. Et d'ailleurs, la Chine irait même plus loin. D'après un rapport américain, elle soutiendrait également militairement la Russie en lui fournissant des pièces de rechange pour ses blindés, des radars pour ses missiles sol-air, des circuits imprimés pour le matériel électronique. Et les experts affirment avoir observé, je cite, une hausse des flux commerciaux douteux de la Chine vers la Russie, en consultant, là encore une fois, les rapports des douanes russes. Bon, en revanche, les Russes sont quand même touchés sur des secteurs bien précis. Oui, notamment sur le secteur automobile, les ventes de voitures neuves se sont effondrées
de 83% en mai par rapport à l'année dernière et la production de 97%. En clair, elle a été divisée par 2 parce que la Russie manque de pièces détachées et de composants qu'elle achetait avant aux pays occidentaux. Alors pour sauver le secteur, eh bien, elle essaie de produire plus de voitures sur son sol. Et pour cela, eh bien, elle a allégé ses normes, c'est-à-dire que si vous achetez aujourd'hui une voiture qui a été produite en Russie, eh bien, sachez qu'elle n'aura sûrement pas d'airbag ou d'ABS. Question pièces détachées et composants, eh bien, c'est exactement le même problème pour le secteur aéronautique, pour l'aviation commerciale. Certes, la Russie a encore des avions, mais elle ne reçoit plus de pièces de rechange d'origine de la part d'Airbus et de la part de Boeing, et plus de pneus de la part de Michelin. En clair, la maintenance est devenue impossible. Certains avions de compagnies russes ne sont plus aptes à voler. Et là encore, pour sauver le secteur, eh bien, la Russie fait quand même voler certains appareils qui ne sont plus homologués, ou alors elle fabrique elle-même des pièces de rechange, ce qui s'apparente précisément dans ce secteur-là à de la contrefaçon. Et puis le dernier exemple de secteur qui plonge, ce sont les hautes technologies. Beaucoup d'entreprises occidentales ne vendent plus à Moscou, pour en citer quelques-unes. Intel, Qualcomm, Samsung, Microsoft, Apple ou encore Google. On parle là de microprocesseurs, de logiciels et de puces électroniques. Alors on a cherché des exemples concrets. Taïwan, par exemple, ne livre plus de processeurs de dernière génération à la Russie. Elle doit donc se contenter de processeurs obsolètes avec des puissances de calcul qui sont très faibles. Alors pour bien comprendre, ça veut dire que si la Russie en utilise pour fabriquer elle-même, que ce soit ses ordinateurs, ses smartphones ou encore ses tablettes, eh bien ça serait faire un bond technologique de 15 ans en arrière, écoutez bien, du niveau d'une Nintendo 3DS de 2010. Merci beaucoup Justine pour le travail, merci aux équipes comme tous les soirs derrière le boulot également. François Hesbourg, et donc les sanctions n'atteignent pas plus que ça la Russie, en tout cas pas autant qu'espéré. Ça vous surprend ? Écoutez, le rapport du FMI n'était pas un rapport sur les sanctions, c'était un rapport sur les prévisions de croissance économique dans le monde en 2022 et en 2023. Alors bien sûr, la Russie faisant partie du monde est évoquée et les prévisions de taux de croissance sont faites pour la Russie. Mais ce n'est pas un rapport sur les sanctions. Mais, faut pas tout mélanger. Mais la Russie pas plus déstabilisée que ça en ce moment économiquement par ce qui est en train de se passer. Ça dépend de quel secteur on parle et ce qui a été dit par les indispensables et d'excellentes factures. Les secteurs qui comptent actuellement dans la guerre, c'est quoi ? C'est la production d'armement par la Russie, par exemple. Il n'y a pas aujourd'hui une chaîne de production de chars d'assaut en Russie qui fonctionne. Pourquoi ? Parce qu'ils s'étaient équipés, après la chute de l'Union soviétique, avec des machines-outils largement d'origine allemande. Le service après-vente n'est plus là. Des pièces de rechange n'arrivent plus. Donc il faut faire très attention à ne pas, tout mélanger. Oui, la Russie, au lieu de me faire moins 8,9, comme le prévoyait le FMI, fera moins 6%. Et la France, dont les prévisions ont été rabaissées par le FMI dans le même rapport, elle tombe à 2,3%, plus 2,3%. Donc l'écart de croissance entre la France et la Russie est quand même de plus de 8%. Alors si on m'explique que ça, c'est une situation extraordinaire pour la Russie, je voudrais qu'on explique. Ça ne me paraît pas du tout. Bon, ça me paraît pas du tout. Ça me paraît pas voilà, du tout. Voilà une belle manière de lancer le débat, en tout cas. Vous avez posé les termes. Vous permettez qu'on échange du coup avec M. Gutzmann. Et vous, votre regard. Vous dites effectivement, en fait, on s'est planté. Aucun rapport avec les sanctions. On a mal analysé. Vous dites, il y a quand même la preuve que là-dedans, la Russie résiste mieux que prévu à ce qu'on essaie de lui infliger. Alors, elle résiste mieux que prévu parce que justement les prix du pétrole et du gaz sont effectivement plus élevés. Mais quand on regarde un petit peu en dessous des statistiques, on voit que la dégradation du potentiel économique russe est quand même très forte. Si je regarde notamment les chiffres du FMI, en fait, c'est les chiffres qui sont annualisés. C'est-à-dire qu'en fait, on prend la moyenne de 2021, 2022, 2023, et donc on arrive à moins 6% pour 2022. Si je regarde du dernier trimestre 2021 jusqu'au dernier trimestre 2022, les prévisions du FMI, c'est moins 14%. Donc là, c'est beaucoup plus lourd que ce qu'on pouvait imaginer avec le chiffre de 6%. Donc le choc réel sur l'économie russe pendant l'année 2022, c'est moins 14%.
Ensuite, quand on regarde du côté énergétique, ce qu'on se rend compte, c'est qu'effectivement, les prix sont plus élevés, mais la quantité de gaz et de pétrole qui est exportée, elle diminue assez sensiblement. Or, la diminution de cette production-là, elle va impacter sur le long terme les capacités de production de la Russie, aussi bien sur les gaz que sur le pétrole, et donc va impacter, on va dire, ses capacités sur le long terme d'avoir justement des ressources assez importantes. Ensuite, tout ce qui est sanctions qui ont été imposées par les Occidentaux sur la Russie, effectivement, et comme vous l'avez dit, notamment, ça les pénalise fortement sur la construction d'armements, et notamment tout ce qui est haute technologie. En fait, ils n'ont plus accès du tout à tout ça, et on va dire que ça va les affaiblir durablement aussi sur le point de vue de la guerre, mais également du point de vue économique, parce que justement, ils n'auront plus les ressources pour pouvoir, en tout cas, s'ajuster à l'économie mondiale par la suite. Et le dernier point, mais là, je pense que c'est vraiment l'essentiel, c'est que finalement, pour avoir une économie qui arrive à croître de façon assez stable, enfin assez pérenne, il faut de la stabilité politique. Or, ce qui s'est passé cette année avec la Russie l'a privé, on va dire, de stabilité politique pour des années et des décennies. Mais alors sur ce dernier point, les États-Unis, encore la semaine dernière, disaient qu'au contraire, ils étaient surpris par la stabilité du Kremlin, parce que Vladimir Poutine a tué toute opposition, bien sûr, mais ils étaient surpris par la forte stabilité de Vladimir Poutine et du Kremlin. Donc peut-être que mais en fait, ça peut aussi l'aider, entre guillemets, bien sûr, dans sa volonté d'avancer. Ce qui n'a pas été prévu, c'est que la Russie utilise autant le gaz et le pétrole comme une arme géopolitique depuis le début. C'est ce qui a permis, en tout cas en privant les Européens de cet approvisionnement, de faire monter les prix encore plus haut et d'arriver à ponctionner des ressources du reste du monde vers eux, et donc à faire artificiellement tenir l'économie russe, on va dire, à court terme, mais sur le long terme, je pense que ça allait pénaliser. Et ses amis, Inde, Chine, avec les accords certainement encore renforcés dans les prochains mois et les prochaines années. Je voyais encore ces dernières heures que Moscou cherchait vraiment du côté de l'Asie pour ces deals futurs. Du coup, je pense qu'ils ont tellement besoin que finalement, le comportement de la Chine et de l'Inde vis-à-vis de la Russie n'est pas forcément un comportement de partenaire, mais plutôt un comportement de prédateur vis-à-vis de la Chine, vis-à-vis de la Russie. Pour dépecer finalement la Russie. C'est pas pour dépecer, mais en tout cas pour profiter de la situation au mieux qu'ils le peuvent. Bon, alors vous voyez, c'est quand même tout ça est complexe. Ça vaut la peine vraiment de poser les choses encore une fois. Juste, vous avez évoqué un point en disant, vous voyez, ils ont plus de mal à produire leurs armes parce qu'il manque des pièces détachées, si je fais simple, que nous, occidentaux, on pouvait leur envoyer. Mais Pierre Servant, Justine, elle a dit un truc aussi, quelque chose de très intéressant tout à l'heure. Selon une ONG américaine qui se base sur des dossiers douaniers, il y aurait des flux donc commerciaux depuis la Chine vers la Russie, notamment pour fournir, pourquoi pas, en tout cas c'est l'hypothèse de l'ONG, fournir certaines pièces qui manquent à la Russie en ce moment pour faire ses armes. Donc même question pour le pétrole et le gaz. Est-ce que la Russie aura les ressources dans les prochaines semaines et les prochains mois pour continuer à fabriquer ses armes, et donc la situation économique? C'est une question centrale, et pour l'instant, il y a un trou noir sur ce que les Chinois font dans ces domaines extrêmement sensibles vis-à-vis de la Russie. En tout cas, ce trou noir, moi, je ne suis pas parvenu à l'éclaircir. Apparemment, même les services de renseignement n'arrivent pas à savoir exactement ce que les Chinois donnent. Les Chinois sont en fait d'une prudence de sioux. En affichage, ils embrassent à la russe sur la bouche Poutine, tout va bien. Et en fait, la Chine reste toujours collée aux échanges commerciaux avec l'Union européenne et avec les États-Unis. Donc, ils ont un besoin vital, surtout dans une période qui est économiquement difficile. Il y a des papiers, je parle sous votre contrôle, qui sortent fréquemment sur les tensions, notamment sur le marché immobilier, sur l'investissement immobilier, sur les particuliers qui ont investi dans ce domaine. Et donc la Chine joue un double jeu. Alors, dans l'apport sur les points sensibles, sur les matériaux sensibles à la Russie, qu'est-ce qu'elle fait? On ne sait pas. L'Inde est dans une position extrêmement complexe, parce que l'Inde, c'est pareil, elle a besoin de la Russie, parce qu'en termes d'achat de matériel militaire, c'est absolument considérable. L'Inde est un très gros acheteur de matériel militaire russe, mais en même temps, l'Inde est un allié des Occidentaux dans la zone Indo-Pacifique. Face à qui? Face à la Chine, qui est par ailleurs l'allié des Russes. Donc vous voyez, ces jeux à plusieurs bandes rendent très compliquées les choses. Un point quand même pour essayer de répondre à votre question sur le fait qu'on ne sait pas exactement ce que les Chinois donnent. On sait que les Indiens fournissent des pièces, ça a été très très bien dit par Justine. Mais qu'est-ce qu'on voit sur le terrain militaire? Parce que c'est ça aussi qui est intéressant en Ukraine. On s'aperçoit déjà depuis plusieurs semaines que les Russes sont obligés de racler les fonds de tiroir, par exemple en matière de drones. Moi, j'ai débuté la guerre en pensant que les Russes, parce qu'ils affichaient cela, avaient une flotte de drones armés, des Orions capables de frapper d'autres drones de très, très haut niveau. En fait, ce n'est pas du tout la réalité. Ils n'ont pas une flotte de drones très, très importante. Et on s'aperçoit qu'ils utilisent des vieux drones du ministère de l'Intérieur
qui servent notamment dans les catastrophes naturelles pour aller faire de la recherche. Il y a toute une gamme de matériel qu'on a retrouvé sur le terrain abattu par les Ukrainiens qui montre que les Russes, pour l'instant, sont en fin de capacité. Néanmoins, je termine par là, c'est un pays qui, dans son histoire, a montré une capacité à donner des coups de rein industriels, tout simplement parce qu'il y a une forme de servage qui existe dans l'industrie de défense, c'est-à-dire qu'ils sont capables de réintroduire le servage, entre guillemets, dans l'industrie de défense, pour essayer de fournir les obus dont ils ont besoin, peut-être pas des choses sophistiquées, mais en tout cas ce qui permet d'écraser ce qui reste de libre dans le Donbass. On va continuer d'avancer sur les points techniques, mais Irina Dmitrichine, vous voyez comme ça peut alimenter l'idée, même en France, parfois soutenue par certains, et notamment Marine Le Pen, que les Français souffrent plus des sanctions que les Russes n'en souffrent. L'économie française souffrirait plus de la guerre que l'économie russe. Est-ce que vous craignez du coup que certains disent « Ok, bon ben voilà, état des lieux, stop aux sanctions, on arrête là en fait ». Je pense que ce discours est dangereux parce que justement, il peut faire croire qu'on devrait arrêter et on oublie que ces sanctions ont été prises en réponse aux agissements de la Russie, à cette façon de renverser complètement l'ordre mondial, ce qui est lourd de conséquences parce que laisser la Russie faire aujourd'hui, ça donnera des idées à d'autres pays et pas des meilleurs à faire de même. Est-ce que notre sécurité et notre économie s'en portera bien ? Finalement, les chiffres ne sont pas aussi bonnes. Les conséquences de ces sanctions vont jouer dans la durée. Et puis, peut-être la seule chose que nous n'avons pas pris en compte en pensant avec notre façon de réfléchir occidentale, c'est que la Russie n'est pas du tout, comme toutes les dictatures ou autocraties, n'est pas du tout un pays de contrat social. Ce n'est pas le peuple qui juge ses élus en fonction de la façon dont il mène l'économie, mène la politique et les sanctionne. Poutine ne craint pas la sanction des urnes. Il peut faire tout ce qu'il veut. Le pays a l'habitude d'avoir des privations, mais tout ça ne tiendra qu'un temps. Et en plus, visiblement, la demande intérieure, encore une fois, elle est maintenue. Je ne suis pas sûre. Ça, vous n'êtes pas sûr? Non, c'est le FMI qui le dit, mais vous en doutez? Là, pour l'instant, tout cela a été pallié par les pétrodollars et par toutes les mesures qui avaient été prises. Et tout ça, ça durera un temps. Pour l'instant aussi, ils tiennent la population avec le discours nationaliste. Donc tout cela est la faute des États-Unis qui envie notre grandeur, etc. Mais tout ça ne durera qu'un temps. Donc pour l'instant, c'est la bataille entre les réfrigérateurs et la télévision. C'est la télévision qui l'emporte. Mais combien de temps ça va durer? Je ne suis pas sûre qu'à la longue, ça tienne. Général, et je viens vers vous, François Hesbourg. Général Trinquant. Oui, je pense que la Russie a des capacités, faisait d'abord partie de la mondialisation, comme les autres. Et on le voit bien pour les processeurs, pour les sous-ensembles. Elle avait besoin de cette mondialisation qui lui est coupée. Et aujourd'hui, elle devient donc dépendante, et j'aime assez le terme de prédateur, que sont la Chine et l'Inde, qui vont en profiter. Les contrats de pétrole sont négociés à 30% de moins. Ils ne les aident pas en bons copains. Voilà, c'est plus compliqué que ça. En revanche, sur le plan social, sujet qui vient d'être... Les Russes ont l'habitude du knut, ont l'habitude de souffrir. Et donc, ça impacte beaucoup moins la société que ça ne le fait chez nous. Chez nous, c'est pouvoir d'achat. On discute pouvoir d'achat. Je ne suis pas bien persuadé qu'en Russie, on discute pouvoir d'achat. On discute survie nationale, guerre, un peu grande guerre patriotique, une autre. Donc on est un peu dans cette logique-là. Donc je pense que, si vous voulez, sur la population, je ne me fais pas beaucoup d'illusions. En fait, sur la capacité de la Russie à rebondir sur ce sujet-là, sur le long terme, elle est quand même dans une grande difficulté et surtout une grande dépendance vis-à-vis des fournisseurs que pourrait être en particulier la Chine. Que ce soit en gaz, pétrole pour les deals ou les armes, pour la suite, effectivement, vous nous mettez sur la table les interdépendances, dépendances surtout pour la Russie à venir. Oui, et s'agissant de la Chine et de ses rapports avec la Russie, chacun se souviendra qu'à 2 semaines avant la guerre, 3 semaines avant la guerre, au mois de février, la Chine et la Russie avaient proclamé leur amitié illimitée. Et l'expression était évidemment très forte. On s'aperçoit aujourd'hui que l'amitié chinoise est des plus limitées. Moi, je ne suis pas, comme Pierre, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais s'il y a une chose que les Américains ont tendance à très bien faire, c'est le renseignement financier. Le département du Trésor américain est extraordinairement attentif par rapport au comportement chinois. Alors, qu'est-ce qu'il note? Il ne note apparemment, pour l'instant, en tout cas publiquement, pas les mêmes choses que l'ONG
que vous avez évoqué tout à l'heure, dont je ne connaissais pas jusqu'à présent l'existence. Et le département du Trésor note que pour le moment, les Chinois n'ont pas laissé leurs entreprises se mettre en délicatesse par rapport aux sanctions vis-à-vis de la Russie. La Chine proteste contre les sanctions, mais elle se débrouille pour que ces entreprises les appliquent. Autre élément, la Russie fait partie des grands partenaires de la Chine dans les nouvelles routes de la soie. Ce grand projet à l'échelle mondiale de la Chine, que la Chine a par rapport au monde. Depuis le début de la guerre, il n'y a pas eu un contrat signé entre des entreprises chinoises et des entreprises russes. Les Chinois, leur amitié est de toute évidence extrêmement limitée. Alors Pierre dit qu'ils font un double jeu. Non, les Chinois défendent leurs intérêts nationaux, et les intérêts nationaux de la Chine ne sont pas les mêmes intérêts nationaux que ceux de la Russie. Les Russes peuvent penser différemment, mais s'ils pensent différemment, là en l'occurrence, ils se trompent.